Fabrice André. Pardon. Ok. Donc, moi, ce que je vais essayer de faire, c'est vous donner 5 ou 6 messages du point de vue du médecin qui essaie de pratiquer la médecine personnalisée. Alors, d'abord, le premier message, c'est un message technologique. Pourquoi on parle? D'abord, je n'applique que la médecine personnalisée au cancer, avec l'objectif d'améliorer les survies des patients cancéreux. On ne va pas aborder les problèmes de toxicité ou de la prévention. Donc nous, pourquoi on parle de médecine personnalisée? En fait, tout ça est guidé d'abord par une révolution technologique, plus qu'une révolution de recherche fondamentale ou de concept unique. En fait, la révolution technologique, c'est qu'on peut séquencer aujourd'hui tout le génome à des fins de recherche. Donc on dit, voilà, trouvez-nous le nouveau gène dans le cancer de je ne sais pas quoi, et on analyse tout le génome, on peut séquencer tout le génome. Et donc ça donne après des choses comme ça. Donc là, c'est tout le génome d'un cancer. Et comme vous voyez tout de suite, en fait, il y a énormément de mutations, réarrangements, énormément d'anomalies. Et ça, en fait, si on compare chacun de ce séquençage complet du génome, pour chaque patient, en fait, il sera toujours différent. Chaque patient aura son séquençage qui lui sera propre. Alors, le deuxième concept qui est important pour comprendre notre médecine personnalisée en cancérologie, c'est pourquoi on fait des traitements. Le concept est très simple en fait. Une cellule normale devient cancéreuse parce qu'il y a l'anomalie du génome qui se met en place. Et si on peut, et c'est là la clé, l'anomalie du génome et bloquer la protéine, le postulat c'est qu'on doit avoir un effet thérapeutique. D'accord. Donc là on a un exemple dans le cancer du sein, qui est cité tout à l'heure, c'est quand il y a amplification de ce gène qui s'appelle ERBB2, ça fait un cancer. Si on bloque ERBB2, on a un effet thérapeutique. Le problème, c'est qu'on appelle des résistances. Donc là, effectivement, ça vient modérer un peu le débat sur les thérapies ciblées. Il y a très souvent des résistances qui apparaissent. Donc en fait, l'enjeu, c'est quoi? C'est être capable, dans un génome d'un cancer, d'identifier ce qu'on appelle cette addiction oncogénique, c'est-à-dire quel est le gène qui a créé en fait la progression du cancer. Okay, donc, ensuite, si on fait ça, qu'est-ce qu'on a? Ben là, on a par exemple les principales anomalies qu'on appelle ciblables, c'est-à-dire qu'on peut bloquer des médicaments dans le cancer du sein. Et l'élément très très important sur cette diapo, hein, donc il y a toute une liste d'anomalies, c'est que la plupart des anomalies génétiques observées dans le cancer du sein, elles sont rares. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est-à-dire qu'une maladie fréquente, qui est de 50 000 patients par an en France, 10 000 décès, en vrai c'est fragmenté en fait en une multitude de maladies génomiques rares. En fait, ça veut dire qu'on passe d'une maladie fréquente, où on peut dire on fait de la chimiothérapie, à environ une vingtaine de maladies qui sont rares et qui quasiment pourraient avoir le statut de maladie orpheline. C'est ce qui est extrêmement important, parce que ça veut dire que on ne peut pas, il est très difficile de faire des études testant un médicament dans une maladie orpheline. Et en fait, tout le challenge de la médecine personnalisée en cancérologie est le suivant, c'est de savoir comment peut-on développer un médicament, en prouver l'efficacité, dans une maladie qui représente 2 à 3% des cancers du sein. Et ça, c'est extrêmement difficile. La vraie question en médecine personnalisée pour nous, c'est comment on peut trouver des solutions pour continuer à développer des médicaments dans une situation où chaque anomalie génomique est rare. Alors après, dernier point d'introduction, en fait, c'est ce facteur-là, c'est ce qu'on appelle l'analyse bioinformatique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en fait, séquencer un génome, c'est pas compliqué. Donner un médicament ciblé à un patient, c'est pas compliqué, on sait faire. Le vrai problème, c'est quand vous avez ce type de profil génomique en haut, d'accord, c'est comment rendre ceci intelligible, c'est comment l'interpréter, et comment, dans un anomalie génomique d'un cancer, il est possible de dire, ben voilà, c'est cette anomalie qui est bloquée. Et ça, en vrai, c'est le nerf de la guerre. C'est-à-dire qu'il se développe une recherche en bioinformatique, dont la seule finalité est de pouvoir interpréter
un génome, c'est-à-dire de dire quelle est, dans une vingtaine, trentaine, une centaine d'anomalies génétiques, les 2 ou 3 anomalies qui ont créé le cancer. Et donc ils développent tout plein de recherches, et puis il y a tout le développement industriel là-dessus. On travaille beaucoup avec Dassault Systèmes par exemple, on crée des logiciels d'identification de cibles. Et ça, c'est le nerf de la guerre, c'est quelque chose qu'on ne parle pas beaucoup, mais ça c'est l'acteur majeur de la médecine personnalisée. Donc il y a toute une économie qui est en train de se créer sur la bioinformatique et des logiciels pour la médecine personnalisée. Alors le concept c'est quoi? Pour nous, en ce qui nous concerne, j'en suis à 5 minutes, c'est bon, on a un petit peu de temps, parce que j'ai la montre en face. Oui, la même. Et en fait, donc, le concept est le suivant, c'est on a un patient ou une patiente qui a un cancer, on fait la biopsie, on réalise le profil de l'ensemble du génome, on a l'ensemble du génome. Là-dessus, on identifie l'anomalie qui est responsable de la progression du cancer, et ensuite on donne un médicament. Donc, tout ça, ça fait un ensemble de questions qui sont quelle est la meilleure technologie? Là, il y a un enjeu technologique qui est important. Je sais qu'après, il y aura une discussion sur les biotechnologies, mais là, l'enjeu technologique est majeur. Et en France, et je suis désolé, on a un retard technologique qui est phénoménal. Et bon, c'est comme ça, mais voilà. Le deuxième enjeu qui est probablement beaucoup plus important, c'est quel est le meilleur algorithme d'identification de cibles. Et je dirais qu'en peur de retard technologique, c'est pas très grave, il faut séquencer finalement. Mais en fait, la clé, je répète ce que j'étais là, mais c'est vraiment cette étape-là, c'est est-ce qu'on a des cerveaux qui sont capables de trouver les 2 ou 3 anomalies dans une forêt de mutations d'un cancer. Et ensuite, l'accès aux médicaments et le meilleur panel de médicaments qu'on peut offrir aux patients. Alors, quelles sont les 4 questions que nous on a en médecine personnalisée? La première, c'est est-ce qu'il est possible de réaliser le portrait génomique d'un cancer pour la pratique clinique, pas pour la recherche? Ce qui est très différent. Deuxième question, et ça je pense c'est une question qui doit vous intéresser normalement, c'est quel est le meilleur modèle de testing? Troisième question, quelle recherche clinique? Et quatrième question, est-ce que ça apporte un bénéfice aux patients? Donc première question, est-ce qu'il est possible de réaliser un portrait génomique des cancers pour la pratique clinique? Alors là, je suis désolé, mais ça va être un peu du détail technique, mais en gros, quel est le problème? Le problème est le suivant, c'est que avant, on faisait une analyse d'un seul gène par patient, 2 gènes, 3 gènes en cancer du poumon. Aujourd'hui, on a vu que, compte tenu de l'existence d'une multitude d'anomalies du génome, en fait, on a besoin de faire ce qu'on appelle des analyses multiplexées. Des analyses qui couvrent soit l'ensemble du génome, soit au minimum 50 gènes. Et donc la première question, c'est est-ce que les technologies qu'on utilise pour la recherche, on peut les utiliser pour la pratique clinique? Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail technologique, mais en gros, effectivement, c'est possible de faire du séquençage à haut débit, analyser une cinquantaine, une centaine de gènes, voire même l'ensemble de ce qu'on appelle l'exome, pour un rendu clinique, c'est-à-dire pour prendre une décision médicale. Je ne dis pas que ça sert à quelque chose, ou que c'est utile, je dis juste qu'en termes technologiques, il est possible d'analyser le séquençage d'une tumeur et de rendre un résultat. Il est aussi possible d'analyser quelque chose d'autre qui est le nombre de copies de gènes. Là encore, on ne va pas rentrer en détail, mais c'est une technologie de type puce, qu'on voit en haut à gauche. Il est possible de rendre le résultat pour les patients et de prendre une décision médicale là-dessus. Là encore, on n'a pas dit que ça servait à quelque chose. Le défi technologique, c'est effectivement faisable. Et c'est l'article dont vous faisiez mention tout à l'heure, qui dit qu'effectivement, en France, il est possible de faire des analyses de génome complet et de rendre des résultats pour les patients. Ok. Ça, c'est technologiquement, on sait faire. La vraie question, et je pense que c'est ce qui peut animer la discussion, c'est quel est le modèle qu'on appelle de mise en œuvre de cette médecine génomique. Donc, il y a 2 modèles qui vont s'affronter, il ne faut pas rêver. Il y a le modèle français et UK, qui est le suivant. C'est on dit les thèses génomiques sont réalisées sur des plateformes publiques. En gros, il y a des hôpitaux publics, et là, l'ALCA, par exemple, l'Institut du cancer, a mis en place 28 plateformes en France, qui vont rendre des résultats génomiques pour les patients. Ces résultats génomiques sont les gènes pour lesquels il y a des médicaments. Et il y a un deuxième modèle, qui est le système public, qui rend un résultat. Il y a un deuxième modèle, qui est le modèle des compagnies privées. Donc là, le modèle est très simple. Si vous avez 5 000 $, ben vous payez le séquençage de votre cancer. Et à ce moment-là, la compagnie vous rend le résultat. Donc ça, c'est quelque chose qui est faisable. Et moi, j'ai beaucoup de patientes qui viennent à ma consultation avec le résultat de leur séquençage fait à Foundation Medicine et qui me disent, voilà docteur, maintenant qu'est-ce qu'on fait?
avec ces mutations. Donc ça, la conclusion, c'est il est possible de réaliser un portrait génomique, aucun problème. L'Institut Curie sait faire, Gustave Roussy sait faire, ben, on sait faire, c'est pas un problème. On ne sait pas par contre analyser la pertinence de chaque mutation, mais on sait faire le séquençage. Et il y a deux modèles de mise en œuvre, les plateformes publiques ou les compagnies privées. Bon, on verra ensuite dans la discussion. Hein. Moi, personnellement, je lui dis tout de suite, si ma mère a un cancer du sein, elle utiliserait ses 5 000 € pour faire son séquençage, pour des chaînes de j'ai aucune réponse là-dessus. Je pense que c'est le droit d'utiliser son argent comme on veut. Je pense qu'il y a une question importante pour le débat, c'est les citoyens qui ont de l'argent, et qui ont 5 000 € sur leur compte en banque, il n'y a pas de raison de leur interdire de faire séquencer leur génome dans une compagnie privée. Et ça va être le gros problème de la médecine personnalisée, c'est que 5 000 €, beaucoup de patients ont 5 000 € qui leur restent sur leur compte, ils vont mourir dans 6 mois, et bien, on tente le tout pour le tout, et on n'a pas le droit d'interdire ça. Donc ça, je pense, c'est vraiment une question clé, au centre en fait, de la médecine personnalisée. Après, on va un peu défiler, je vais défiler les diapos juste pour venir à deux questions. La première question qui est la question de ce qu'on appelle le screening moléculaire. C'est très important. Le screening moléculaire, c'est quoi? On dit qu'il y a des gènes dont on sait qu'il y a des médicaments et dont on sait que le médicament marche. Par exemple, ce gène s'appelle ALK. On sait que le crizotinib, un médicament anti-ALK, marche dans le cancer du poumon. C'est prouvé. Et donc il y a une question importante, c'est chez les patients qui n'ont pas de cancer du poumon, il est logique de screener les patients pour ce gène qui s'appelle ALK. Il n'y a pas de preuve de l'efficacité des médicaments cancer de la vessie, je ne sais pas quoi, mais dans le cancer du poumon. Ça pose un problème qui est assez important, qui est le problème de la connaissance qu'une cible marche, et la cible d'un médicament, dans une maladie. Est-ce qu'on a le droit d'étendre le screening génomique à d'autres maladies? Ça, c'est une question qui est extrêmement importante, qui pose la question de faut-il avoir un enregistrement de médicaments par maladie ou par anomalie génomique? La deuxième question qui est importante, c'est que si on dit que, par exemple, 2 gènes, ou 3 gènes, ou 5 gènes sont importants, on va les screener, on va faire des tests génomiques pour ça. Mais le problème, c'est que pour nous, ça ne coûte pas plus cher et c'est pas plus compliqué de screener 100 gènes que d'en screener 3. Donc la question très importante, c'est, puisqu'on sait screener 100 gènes et que ça coûte aussi cher que d'en screener 3, autant en faire 100 par patient. Et que va-t-on faire avec les 97 gènes qu'on a? Et bien là, on va inclure les patients dans des essais thérapeutiques qu'on appelle de phase 1, phase 2, c'est-à-dire test des médicaments. Donc là, ça pose la question, non pas de l'accès aux médicaments, mais de l'accès à l'innovation thérapeutique dans des essais thérapeutiques. Et dans quelle mesure l'essai thérapeutique, avec ce qu'on appelle le screening à haut débit, va faire partie de notre pratique future. Ensuite, je passe, en 2 minutes qui me restent, à passer de ce qu'on appelle de la médecine stratifiée à la médecine personnalisée. Ce qu'on fait actuellement, et c'est peut-être quelque chose qui n'est pas trop comme terminologie, mais ça lance la discussion, ce qu'on fait actuellement, c'est la médecine stratifiée. C'est-à-dire qu'on dit une strate de patients qui a le cancer du sein a une anomalie de gène qui s'appelle HER2. C'est 10% des patients, et on dit voilà, dans cette strate définie par un biomarqueur, on développe un médicament. D'accord? Mais cette strate, c'est 10% des cancers du sein, donc on peut développer un médicament dans 10% des cancers du sein. Le problème auquel on est confronté, c'est qu'en fait on évolue vers des populations qui sont de plus en plus rares parce que l'analyse génomique s'affine. Et là on a l'exemple typique, une patiente, une analyse du génome, et là qu'est-ce qu'on a? Ben, on a la patiente a des oncogènes qui lui sont spécifiques, elle a un système immunitaire qui est spécifique, elle a une anomalie de réparation de l'ADN qui est spécifique, ce qui fait qu'à la fin, le profil génomique d'une patiente, en fait, il est unique. Donc la question qui est posée, c'est comment, lorsque chaque profil génomique est unique, on peut faire de la recherche clinique. Et là, c'est un concept que j'ai toujours du mal à expliquer, je suis désolé. Et c'est la recherche que d'ailleurs l'Institut Curie a lancée, et l'Institut Gustave Roussy aussi, c'est que dorénavant, on n'a plus testé le médicament. Jusqu'à maintenant, la médecine, l'hypothèse de la médecine, c'est qu'un médicament A est mieux qu'un médicament B. C'est ce qui a gouverné le développement de la recherche clinique pendant une décennie. Là, on est en train de changer vers une recherche clinique où on ne teste plus le médicament
ce qu'on teste, c'est notre capacité à interpréter le génome de chaque patient et à dire quel médicament il faut. Voilà, ça donne ce type d'essai thérapeutique où vous analysez le génome par une méthode bioinformatique. Et c'est ça l'hypothèse de la recherche clinique, c'est que la méthode bioinformatique apporte un bénéfice. Et ensuite, vous comparez le traitement standard, habituel, à un traitement guidé par l'analyse bioinformatique. L'hypothèse centrale de la recherche clinique devient l'analyse bioinformatique et non plus le médicament. Évidemment, les industries pharmaceutiques, elles veulent faire des packages avec l'analyse bioinformatique. Hop, et après, conclusion. Donc, les analyses génomiques à haut débit sont faisables. Le séquençage du génome, de l'exome, des squelettes, tout ça, en fait, c'est faisable technologiquement. Je dirais que c'est pas très compliqué finalement. Le modèle de mise en œuvre, en vrai, est la clé du problème. On peut payer, sinon l'assurance maladie peut prendre en charge. Aujourd'hui, l'utilisation de ce qu'on appelle la médecine génomique, c'est tout ce qu'on appelle le screening moléculaire, c'est-à-dire identifier des anomalies du génome pour lesquelles on sait qu'il y a des médicaments qui marchent. Le problème pour nous, c'est quand c'est 100 gènes ou 2 gènes, ça revient au même. Donc, une analyse des gènes pour lesquels on n'a pas de preuve de l'intérêt. Quatrièmement, aujourd'hui, il y a des essais comparatifs, randomisés, de large échelle, qui testent l'approche de la médecine personnalisée versus pas de personnalisation. L'hypothèse qui est testée dans tous ces essais, c'est l'hypothèse d'un algorithme bioinformatique. Donc aujourd'hui, notre question de recherche clinique, c'est les algorithmes bioinformatiques. Et puis voilà, j'ai à peu près dans les temps. Service de cet exposé. Il n'y a pas de contradiction entre ce qu'il a évoqué concernant l'argent, la possibilité pour ceux qui ont d'accéder finalement au séquençage, parce que accéder au traitement en fonction des données est autre chose. C'est-à-dire que si on paye finalement pour avoir un séquençage de la tumeur, on n'est pas du tout certain qu'on aura à la clé le traitement, le seul traitement qui puisse convenir pour ces anomalies. Voilà. Et à ce moment-là, le séquençage attendu comme une sorte d'espoir final n'est pas sûr d'atteindre son but en termes de choix thérapeutiques, tout au moins en l'état des choses. On a maintenant quelques minutes, grâce à la discipline que j'ai obtenue des intervenants, pour ouvrir une discussion. Et j'ai une contrainte absolument incontournable qui m'oblige à laisser l'animation de ce débat à Nadia Belromari, si elle veut bien, en regrettant beaucoup de devoir nous quitter, en remerciant les intervenants pour tout ce qui nous ont appris. Merci beaucoup.